Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui crève l'actualité, tout le monde en parle. C'est à propos d'une annonce que Sean Fraser, le ministre canadien de l'Immigration, a discuté et plutôt imposé un peu sa vision. Il l'a fait d'une manière un peu surprise. Personne ne s'attendait vraiment à ça, sauf qu'il l'a fait. Le 1er novembre, c'est la journée où est-ce que le plan d'immigration pour faire croître l'économie a été diffusé par le gouvernement du Canada. C'est un communiqué qui explique que l'économie canadienne a connu l'une des reprises les plus rapides à la suite de la pandémie de COVID-19 parmi les économies avancées. On sait qu'il y avait eu des décisions qui avaient été prises avant ça qui ont causé des maux de tête et des faillites à plusieurs entrepreneurs. D'autres s'en sont mieux sortis, mais certains ont tout perdu pendant la crise COVID. Alors qu'il y ait une reprise, on se demande si c'est les mêmes qui avaient les entreprises avant, les gyms, les restaurants, ou si c'est pas une nouvelle classe de super puissants qui, eux, ont racheté des fonds de commerce et font rouler ça maintenant à leur profit à eux. C'est sûr que du point de vue du gouvernement, ça ne change pas grand-chose puisque l'argent continue de rentrer, mais pour les petits entrepreneurs, pour les petits épargnants qui ont perdu gros pendant la crise COVID, je me demande si l'économie est vraiment si bien lancée, surtout que l'inflation demeure élevée au niveau canadien. De mois en mois, on a des chiffres qui font peur. C'est des chiffres pas mal tout le temps autour de 7%. Alors, c'est sûr et certain que pour les Canadiens qui doivent continuer à vivre, à payer leur loyer, leur alimentation, le transport, les vêtements, les écoles, la formation, bien, ça fait des frais qui sont malheureusement augmentés parce que si le camion de transport paye son essence plus cher, ça veut dire que le produit dans la tablette, lui aussi, va être plus cher. Et ça fait en sorte que tout le monde se trouve à devoir augmenter ses prix juste pour demeurer capable de payer ses propres comptes. Alors au final, le consommateur qui arrive devant un produit qui coûtait 19 se retrouve à le payer peut-être 22,49, puis c'est une augmentation qui, à la longue, avec un panier plein, peut faire très mal. Pour les gens qui, eux, voulaient essayer d'épargner, ben là, ils se trouvent non seulement à dépenser toutes leurs économies, mais de plus en plus, ils vont aller chercher les solutions de crédit pour être capables de boucler leur fin de mois. Et ça annonce des lendemains qui vont être difficiles pour plusieurs personnes. Donc, même si le gouvernement envoie des subsides de 400, de 600 dollars ou peut-être même un subside de 1000 dollars par année, c'est pas ça qui va permettre aux gens de faire face à l'augmentation des prix tout azimut que l'inflation impose aux gens. L'inflation étant une forme de taxation déguisée qui coûte excessivement cher aux gens. Alors, on parlait de Sean Fraser, on parlait d'immigration, on parlait d'une nouvelle surprise en ce 1er novembre. C'est sûr et certain que là, le pays, selon le narratif de Justin Trudeau et de différentes organisations qui tiennent le même discours, le pays connaîtrait actuellement ce qu'ils appellent, eux, une grave pénurie de main-d'œuvre. Eux disent qu'il y a une grave pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une forme de mauvaise volonté un peu manufacturée, de sorte que les salaires n'augmentent pas à la même vitesse que l'inflation augmente, donc d'importer une forme de cheap labor, euh, de, de main-d'œuvre très abordable, ben évidemment, ça pourrait profiter à un patronat, mais est-ce que ça profite vraiment à la personne qui arrive ici et qui finalement se trouve à travailler là? Peut-être que ça fait son bonheur temporairement, mais on ne peut pas imaginer que ça va lui permettre de s'épanouir peut-être comme ce qu'il aurait voulu. Du moins pas au début. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas par après. Évidemment, ils disent que la pénurie de main-d'œuvre suscite de l'incertitude. On peut facilement imaginer que le patronat va nager d'arguments d'incertitude en arguments d'incertitude pour être capable de faire une forme de pression sur le gouvernement afin de faire rentrer une concurrence à sa main-d'œuvre actuelle en disant qu'il en manque parce que ça permet de faire une pression baissière ou à tout le moins de ralentir la progression des hausses de salaire en disant, ben là, j'ai
3 personnes qui veulent ton poste, puis tu coûtes cher, puis eux autres sont prêts à prendre ton poste pour moins cher. Bien ça prend justement une marée humaine qui rentre pour que des gens puissent avoir ce genre de discussion-là, toute discrète, derrière des portes fermées, et les gens de finir par dire, ben finalement, je vais accepter des conditions qui étaient moins avantageuses, auquel cas le patron est gagnant, ou alors la personne dit non, ça me convient pas, je m'en vais. Et le patron est quand même gagnant parce qu'il y avait effectivement 3 personnes qui voulaient le poste, et puis même s'ils n'ont pas l'expérience, ben ça s'acquiert. Alors, ça fait en sorte que le patronat a un immense avantage à faire venir finalement des quantités astronomiques parce que c'est des chiffres records d'importation de citoyenneté annuelle. Je vais vous dire les chiffres tout à l'heure, vous allez voir, ça donne le vertige. On parle de jusqu'à 500 000 d'ici 2025. Ça arrive, on est collé sur 2025, c'est 3 ans. Et cette année, on en a quand même accueilli quelque chose comme 405 000 des résidents permanents, en plus des réfugiés, puis en plus des irréguliers qui passent au chemin Roxham et à d'autres endroits au Canada, probablement qu'on entend moins parler ici au Québec. Mais toujours est-il que présentement, il y a énormément de nouveaux arrivants et ce sont des chiffres records. Depuis qu'on compile ces chiffres-là, on n'en a jamais eu autant, selon Statistique Canada. Alors, ça change un peu les choses. Donc, essentiellement, le ministre Sean Fraser, qui se dit honorable, de la même manière que Justin Trudeau se dit, lui, très honorable, il y a beaucoup d'honorabilité dans tout ça, eux autres disent que leur plan, ils l'appellent eux autres le plan des niveaux d'immigration 2023-2025 du Canada. Eux autres présentent l'immigration comme une stratégie qui vise à aider les entreprises. Donc, je trouve ça très parlant que la stratégie ne soit pas d'aider les Canadiens, mais la stratégie est d'aider les entreprises. Donc, c'est clairement quelque chose qui est fait pour le patronat, tout ça. Mais vous allez voir un petit peu plus loin, je vais vous expliquer que c'est pas si clair que ça, que le plan va aider le patronat tant que ça. Et puis, ça vient mettre à mal toute l'espèce de grave pénurie de main-d'œuvre, toute l'espèce de stratégie pour faire venir les gens en disant qu'il manque de gens. Vous allez voir que ça met tout ça à mal. C'est vraiment fascinant quand on se met à explorer exactement ce qu'ils font. Ils nous disent pas tout. C'est nous autres qui devons creuser pour comprendre qu'est-ce qu'ils font. Alors, ils veulent attirer des personnes qui sont qualifiées dans les secteurs clés, notamment les soins de santé. Évidemment, les soins de santé, vous savez qu'il y a beaucoup d'infirmières qui ont pris leur retraite, beaucoup d'employés non vaccinés qui ont été poussés à l'extérieur du système de santé parce qu'ils n'acceptaient pas de prendre toutes les doses qui étaient qualifiées de protection, qui qualifiaient la protection adéquate finalement. Et là, ben, ils veulent remplacer tous ces gens-là par des gens qui rentrent ici au Canada avec finalement la promesse qu'ils vont avoir les doses pour occuper les emplois. Donc, c'est sûr que tout ça, je vous dirais qu'il y a une grosse discussion sociale qui n'a pas eu lieu et ça crée beaucoup d'inconfort chez les gens qui, eux, ont vu clair dans ce jeu-là. Donc, Sean Fraser veut également entrer des gens pour des emplois spécialisés, il veut entrer des gens pour le secteur manufacturier et la technologie, donc on s'y attendait. Puis évidemment, c'est dans l'optique de gérer les défis sociaux et économiques. C'est surtout économique parce que les défis sociaux ne sont pas vraiment là. Il suffirait simplement qu'on dise, qu'on donne finalement des incitatifs pour avoir des enfants au Canada, puis il y en aurait assez. Là, on serait capable de repartir avec le taux de natalité qu'on a là. C'est sûr et certain que c'est difficile, mais si on met un incitatif pour que les femmes canadiennes puissent fonder des familles avec des hommes qui comprennent la dynamique du remplacement générationnel, ben, on va être capable, à mon sens, d'arriver à des résultats absolument magnifiques d'ici quelques décennies au Canada. Et puis, ça va prendre toutes les bonnes directions. Mais c'est absolument pas la priorité du gouvernement Trudeau qui, lui, mise tout sur l'immigration, sur le très, très, très court terme. Et vous allez voir que la fameuse immigration économique, il y a beaucoup qui se joue dans ce terme-là. J'y reviens dans quelques instants. Donc, eux autres font tout ça, Sean Fraser et Justin Trudeau, pour supposément les décennies à venir. Ce sont leurs mots, pas les miens.
Alors, il y a une volonté d'aller vers les fameux agendas 2050 en plus d'aller vers l'agenda 2030. Et quand on fouille un peu sur le site du gouvernement du Canada, on trouve à peu près toutes les références possibles que tout ça est fait en conformité avec le développement durable de l'ONU. Alors, on se trouve à prendre des stratégies mondialistes pour importer des gens au Canada afin de satisfaire à des idéologies qui ne sont pas forcément canadiennes. Elles viennent de think tanks qui travaillent avec l'ONU et qui travaillent avec le cadre du développement durable. Donc, l'année dernière, le Canada a accueilli plus de 405 000, eux autres ils appellent ça des nouveaux arrivants, donc c'est des gens qui vont être des résidents permanents. Le plus grand nombre, en fait, qu'on n'a jamais accueilli en une seule année. Puis le gouvernement poursuit l'ambition trudeauiste en fixant des objectifs dans des niveaux avec 465 000 résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Et ça peut être beaucoup plus haut que ça parce que s'il y a des crises humanitaires, on l'a vu avec aussi bien la Syrie que l'Afghanistan, que l'Ukraine, c'est sûr et certain que le Canada va se mettre à importer à coups de ponts aériens pleins des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés qui sont les immigrants de luxe parce qu'eux autres ont des avantages que les immigrants n'ont pas. Et ça veut dire que les Canadiens se trouvent devant des chiffres qui sont prévisionnels, mais qui peuvent monter beaucoup. Si pour toutes sortes de raisons, il y a des motivations pour le gouvernement Trudeau, qui est encore malheureusement au pouvoir, ben, eux autres pourraient décider d'augmenter finalement le nombre que je viens de vous dire. Donc, 500 000 en 2025, vous avez compris que c'est un chiffre record, ça ne s'est jamais fait depuis le début qu'on compile ces chiffres-là. Et puis là, ce serait quelque chose qui serait absolument énorme. Vous savez que si on prend les 3 années de 2023, 2024, 2025, ça donne 1 450 000 nouveaux arrivants. Et ça veut dire que si on compare à la ville de Vancouver, qui a 613 000 habitants, c'est 2,296 fois la ville de Vancouver en 3 ans. Donc, imaginez, vous pourriez créer 2 villes de Vancouver, plus peut-être une autre plus petite ville, peut-être Gatineau au grand complet. Et ça ferait en sorte que vous auriez finalement 3 nouvelles, quand même grosses villes, là, qui seraient créées juste avec l'arrivée en immigrants. Et puis là, ils veulent envoyer les immigrants dans les régions. On imagine facilement que ces immigrants-là vont peut-être préférer aller dans des communautés qu'ils connaissent, dans des grandes villes, où il y a peut-être plus de services, où ils vont retrouver peut-être un parent ou un ami. Mais on peut imaginer que là, ces gens-là, vouloir aller dans toutes sortes de petites municipalités. Et j'ai même vu parmi les communautés rurales qu'il y en aurait même dans le nord canadien. Donc, probablement dans des milieux qui pourraient jouxter des milieux autochtones, mais tout ça encore, ça reste très vaporeux parce que Sean Fraser a mis des grandes lignes, mais les détails, il faut vraiment qu'on les cherche, puis souvent, il faut aller en accès à l'information pour finir par avoir 30 jours plus tard, ou des fois, c'est beaucoup plus que 30 jours, les réponses qu'on a demandées. Puis, parfois, on reçoit avec le gouvernement de Justin Trudeau qui vise la transparence, des documents vides ou qui sont caviardés au point où ils ne sont pas vraiment utiles. On voit quelques petites choses, mais c'est simplement les mots situationnels. Il n'y a pas les mots déterminants. Donc, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les statistiques, on n'a rien. Donc, c'est très frustrant d'essayer de travailler en accès à l'information avec le gouvernement de Justin Trudeau parce que c'est pas vrai qu'ils font de la transparence. Ils essayent de bloquer l'accès à la vérité, à l'information. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Ça a été très frustrant jusqu'à présent de travailler ou d'essayer d'avoir des renseignements parce que c'est pas un gouvernement qui est intéressé à vraiment envoyer les informations dont on a besoin. Il essaye de noyer le poisson et ça se fait également au Québec. Le gouvernement de
parce que la CAQ s'est fait réélire le 3 octobre, mais le gouvernement de François Legault, avant sa réélection, était très difficile à travailler. Je me rappelle encore, j'ai fait beaucoup de demandes à Élections Québec avant les élections pour avoir des réponses et j'en ai eu aucune. Et les courriels de suivi que je recevais, c'était simplement pour dire qu'ils avaient eu ma question, que ça, c'était les réponses en canne qu'ils allaient me donner. Et aucune de ces réponses-là était des bonnes réponses. C'était simplement pour être capable de dire qu'il avait répondu quelque chose, mais c'était des informations qui étaient sur le site web. Les gens aux informations avaient fait des copier-coller et on voyait que ça avait été fait dans l'espoir que je ne revienne pas. Donc, je revenais à la charge, mais ils me renvoyaient encore des réponses. Ils se disaient, bon, on va l'épuiser à force de jamais répondre à ces questions. Et puis, finalement, ça a marché. Le 3 octobre est arrivé, puis j'ai jamais eu toutes les réponses que j'avais besoin pour vous en parler de manière éduquée de ce qui se passait réellement à Élections Québec. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des irrégularités qui ont été passées sous le tapis, des gens qui nous ont raconté des choses qui, de toute évidence, n'ont pas été prises en compte par les gens chez Élections Québec. Et finalement, c'est un peu la même chose qu'on retrouve au niveau canadien avec l'immigration. Quand on pose des questions, c'est très difficile. Ils disent que c'est pour des questions de vie privée ou de confidentialité. Et puis, ils se trouvent toutes sortes d'excuses pour finalement ne jamais donner des détails qui permettraient de comprendre ce qui se passe vraiment en immigration. Et ça fait en sorte que les Canadiens se trouvent à financer un système qui peine à comprendre parce qu'il n'y a pas tous les détails dont on a besoin. Mais parmi les points saillants du plan de Sean Fraser, il y en a un que je veux vraiment discuter avec vous. Puis c'est l'accent à long terme sur la croissance économique. Jusque-là, on a compris que c'est le Conseil du patronat qui parle. Ils disent avec un peu plus de 60% des admissions dans la catégorie, tenez-vous bien, de l'immigration économique d'ici 2025. Mais attention, l'immigration économique, c'est une immigration bien particulière. Quand on parle d'immigration économique, on dit que les immigrants contribuent à l'économie et à la création d'emplois. Donc déjà là, on voit que si c'est quelqu'un qui est censé aller pour occuper des emplois parce qu'il manque de personnel, bien là, l'immigration économique, on parle quand même de 60% d'ici 2025. Elle crée des emplois. Elle arrive ici les poches pleines, l'immigration économique. Donc, ils disent que l'immigration économique fournit également de la main-d'œuvre aux employeurs canadiens. Donc, ça peut arriver qu'ils travaillent pour des employeurs, ce qui est plus important dans un contexte où un nombre croissant de Canadiens atteignent l'âge de la retraite. Donc, on voit que finalement, c'était un plan qui était bien ficelé, d'attendre que beaucoup de Canadiens partent à la retraite pour finalement non pas les remplacer par des plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de plus jeunes qui se disaient « Enfin, je vais avoir ma chance. Enfin, je vais pouvoir accéder à un poste qui a de l'allure dans mon travail. » Et puis, j'ai vraiment hâte que la personne que je vais remplacer parte à la retraite pour que je puisse y arriver. Puis exactement à ce moment-là, les plus jeunes, les trentenaires, quarantenaires, ils voient qu'en fait, la personne âgée qui part à la retraite peut se faire remplacer par un immigrant économique. Et puis là, ça crée une situation qui est bien bizarre, où la personne qui pensait enfin atteindre le moment où elle pouvait occuper un bon poste, ben là, elle se le fait voler sous son nez, son poste. C'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui va vouloir l'avoir, et puis là, ils vont pouvoir diminuer les compensations, les salaires, des choses comme ça, en disant, ben là, tu as de la concurrence, il y a quelqu'un d'autre qui veut le poste comme toi, puis lui, il est très motivé, puis il vient d'ailleurs, puis c'est un immigrant économique, il a été formé dans telle université, il vient d'étranger, puis fait que là, ben, t'as beau dire que t'es bon, ça se peut que l'autre soit bon aussi. Puis là, vous voyez le genre de dynamique qui s'installe. Fait que l'immigrant économique, évidemment que le patron va l'accueillir à bras ouverts avec des ballons dans le bureau et tout. Pour lui, c'est extrêmement gagnant parce que l'autre employé va peut-être rester dans son poste qui était moins bon. Puis il va comme ronger son frein, puis il va dire, ben, peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre partira en retraite, puis il n'y aura pas d'immigration économique pour le remplacer, donc je pourrais peut-être avoir son poste. Donc, il va continuer à occuper son poste avec un moindre salaire, puis il va devoir continuer à fournir une bonne performance parce que sinon, il va se faire rencontrer par les ressources humaines, puis on va dire, ouais, t'atteins pas tes objectifs comme on voudrait. Puis la réponse, ouais, mais là, les objectifs ont monté, puis ah, mais ça, c'est pas notre problème. Il faut que tu sois capable de faire le poste, sinon on va te remplacer. Et
et ils vont être capables, ils vont avoir de l'immigration économique. Donc, ça va créer toutes sortes de micro-traumas, de micro-situations d'une brutalité folle au niveau professionnel qui vont se passer avec des vestons cravates, avec des chemises propres, avec des bureaux, avec des portes fermées, avec des ressources humaines, avec des gens qui parlent pas fort, puis toutes sortes de doxing déguisés en procédurite technocratique de ressources humaines ou de gestion. Mais dans un cas comme dans l'autre, les immigrants économiques, c'est pas juste des occupations d'emploi, c'est également la création d'emplois. Est-ce que ça va être pour acheter encore plus de dépanneurs? Est-ce que ça va être pour finalement occuper des emplois ou de faire occuper des emplois à des Canadiens par des gens qui arrivent ici avec le tapis rouge et qui ont des conditions intéressantes pour partir leur entreprise? Et finalement profiter du génie canadien aussi. Donc, tout ça, finalement, on espère que tout le monde réussisse et atteigne tout le succès qu'il a besoin dans sa vie. Mais ça reste que Sean Fraser, qui dit vouloir faire occuper des postes à des travailleurs, dans le fond, il parle d'immigrants économiques. Et puis ça, c'est également pour venir créer des emplois au Canada. Donc, dans un cas comme dans l'autre, qui va avoir des emplois au Canada? Est-ce que ce serait un immigrant économique qui vient créer des emplois ici et qui embauche d'autres immigrants économiques avec différents programmes? Parce que vous savez que le gouvernement du Canada, quand on se met à chercher, on trouve des programmes et au niveau provincial et au niveau des villes. Il y a également des programmes, tout ça pour aider la diversité, donc la fameuse équité en emploi. Donc, il y a des privilèges qui sont donnés à peu près à tout le monde, sauf aux hommes caucasiens. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est sûr et certain que si un employeur vient ici avec un investissement en tant qu'immigrant économique, ben peut-être qu'il va être intéressé à suivre justement les règles d'équité en emploi pour rester avec des gens qu'il connaît puis avec lesquels il est bien. Il veut que son entreprise fonctionne, mais il y a peut-être, on ne le sait pas, peut-être des préférences. Ça peut arriver. Encore là, ça reste une conjecture et chaque cas va être pris idéalement à la loupe individuellement, mais on peut imaginer qu'une situation comme ça pourrait se produire dans le lot. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, ça veut simplement dire que ça peut arriver. Donc, ils disent ici, à propos des immigrants économiques, que le Canada est bien connu pour son système d'immigration de calibre mondial. C'est d'ailleurs le système d'immigration qui est le plus populaire présentement dans le monde au niveau des pays développés. Donc, le Canada, présentement, fait bien plus que son effort. On est en tête de peloton. Donc, il n'y a personne qui ouvre les portes aussi larges que le Canada présentement. Donc, évidemment, ça a un danger parce qu'il faut que le Canada ait les reins solides pour intégrer autant de gens au risque de ne pas être capable de bien les accueillir. Et ça, c'est un problème également pour la population immigrante qui se retrouve finalement coincée entre l'arbre et l'écorce, où est-ce qu'ils sentent qu'ils sont exploités dans ce système-là. Et parfois, ils le sont, ce qui n'est pas correct. Donc, dans ce sens-là, il faut comprendre que si on est pour accueillir quelqu'un, il faut l'accueillir comme il se doit. Avec les chiffres qui sont présentés par Sean Fraser, à mon sens, ce sont des chiffres qui sont irréalistes. Ce sont des chiffres beaucoup trop grands. Et présentement, il n'y a pas d'effort qui est fait pour aider les Canadiens à s'aider eux-mêmes. Tout est fait pour intégrer de l'immigration à un rythme complètement débridé et record. Alors, on se retrouve avec le gouvernement qui se vante d'avoir un système d'immigration de calibre mondial, mais en même temps, on comprend très bien que ce système-là a été financé à très grands frais avec les fonds publics. Donc, ces fonds-là n'ont pas été pour aider les Canadiens qui en avaient besoin. Ça a été pour aider la filière d'immigration qui est si chère au cœur, ils n'ont pas vraiment de cœur, mais au centre de l'approche libérale qui, elle, veut finalement inonder certaines circonscriptions avec des gens qui ont un intérêt à voter pour eux. Et ça fonctionne plutôt bien. On le voit présentement, les gens qui ont voté pour l'administration Trudeau sont beaucoup, beaucoup dans les grandes villes. Montréal, Toronto, un peu Vancouver, un petit peu éparpillé partout dans les maritimes, mais essentiellement, c'est Montréal, Toronto, le Parti libéral de Justin Trudeau. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé des accointances avec des cercles sociaux qui transigent régulièrement avec l'approche du Parti libéral de Justin Trudeau.
Alors, ça donne évidemment la survenue qu'on a aujourd'hui, où est-ce que, évidemment, l'immigration veut plus d'immigration, on les comprend. Ils veulent réunir leur famille, ils veulent faire venir des gens dans leur famille qui ont diplômé, ils veulent être capables de retrouver un petit côté de chez eux ici. Pourquoi pas? Mais en même temps, avec les volumes qu'on voit là, c'est clair que le train va dérailler, c'est beaucoup trop. La population canadienne peut absorber un certain nombre d'immigrants, mais le nombre qui est imposé aux Canadiens, parce qu'on s'entend que ce que Sean Fraser a fait, c'était surprise, vous allez devoir composer avec ce nombre-là. On l'a dessiné sur un napkin ou dans une réunion quelconque, mais c'est certainement pas les Canadiens qui ont été invités à en parler. On s'est simplement fait imposer un nouveau chiffre. Donc, évidemment, eux autres parlent que le Canada, en 2019, il y avait 58% des résidents permanents qui ont été admis dans la catégorie de l'immigration économique. Donc, on peut imaginer que 60% d'ici 2025, ça va pas mal dans le sens de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ça va être soit des gens qui créent des entreprises ou soit des gens qui vont occuper des postes dans les entreprises afin de faire grandir un employeur. Mais à quelque part, on n'a pas vraiment de ventilation. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est des créateurs d'emplois ou des employés qui vont résoudre les problèmes de main-d'œuvre, mais on peut s'attendre à ce que si on a peut-être un chiffre de peut-être en haut de 400 000 immigrants puis qu'il y aurait 1 million de postes à combler au Canada, ben il se trouverait qu'il y aurait tellement d'immigrants après 3 ans que non seulement tous les postes, selon le calcul actuel, seraient comblés, à moins qu'on voit arriver des nouveaux niveaux de croissance, là. Mais en plus, tous ces postes-là, au grand complet, pourraient être absolument tous occupés par un des 1 450 000 immigrants, ce qui est un peu impressionnant. C'est pour ça que je dis que ces chiffres-là, on n'aurait même pas assez de postes pour faire travailler tous ces immigrants-là. Alors, est-ce que c'est je ne sais pas, les chiffres sont approximatifs, on s'entend, là, mais est-ce que ce serait des 450 000 qui ne pourraient pas occuper un des 1 million d'emplois à combler? Déjà là, il y en aurait 0 qui sera occupé par des Canadiens dans ce modèle-là que je vous dis, là. Mais est-ce que les 450 000 autres seraient, eux, des gens qui arrivent ici des poches pleines avec 800 000, puis qu'il faut qu'ils gèlent pendant 5 ans, puis qu'ils créent de l'emploi ici, qu'ils achètent une entreprise? Est-ce que ce seraient des immigrants économiques typiques? C'est là toute la question. On essaie d'avoir des réponses, puis malheureusement, c'est extrêmement difficile avec le gouvernement trudeauiste, avec Sean Fraser à l'immigration, on dirait que c'est encore pire. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait dire à propos de l'immigration au Canada, mais il y avait un cas que je trouvais intéressant, c'était des étudiants étrangers qui parlaient de leur expérience au Canada, puis ils disaient que, en fait, il y en a qui, parmi les étudiants étrangers, ils accusaient le gouvernement canadien de les utiliser comme une main-d'œuvre bon marché et de les jeter une fois qu'il était plus nécessaire, de les abandonner. L'année dernière, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a autorisé environ 50 000 étudiants étrangers à rester pendant 18 mois après l'obtention de leur diplôme pour chercher un emploi, à une époque où l'économie rouvrait après les fermetures COVID et où les entreprises avaient besoin d'embaucher. Mais le problème, c'est que certains de ces employés-là se sont sentis finalement utilisés par des entreprises qui ont finalement pris l'employé étudiant pour le besoin urgent, mais dès que le besoin n'était plus là, ils se sont débarrassés de l'étudiant qui là se retrouvait à être un petit peu pris dans un limbo où il n'y avait plus vraiment de salaire, où il fallait qu'ils se soutiennent, puis finalement beaucoup de ces étudiants-là ont été déçus de leur expérience. Et puis là, le ministère de Sean Fraser, lui, a déclaré qu'il envisageait des moyens de mieux soutenir ceux qui souhaitaient s'installer de façon permanente dans le pays, mais ceux qui manquent d'argent et qui disent « Écoute, je vais retourner dans mon pays parce que là, je vois que ça ne fonctionne pas ici », eux autres ne profiteront pas de ça, évidemment. Et puis, je pense qu'il y a de ce côté-là, encore une fois, de l'amateurisme du côté du gouvernement de Justin Trudeau. Si on est pour être sérieux avec nos étudiants étrangers qui viennent étudier ici, qui aimeraient travailler, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas
faut pas qu'on se comporte comme on s'est comporté parce que présentement, plusieurs de ces nouveaux diplômés-là qui voulaient travailler ici, qui voulaient s'intégrer, ben, n'ont pas eu une super bonne expérience. Parce que si l'employeur en profite pour les coincer dans des stages ou dans des emplois qui sont moins bien payés pour ensuite se débarrasser d'eux autres lorsqu'ils finissent par trouver le candidat qu'ils voulaient vraiment, puis bon, il y a toutes sortes de jeux très frustrants dans ça. Et je pense que présentement, il y a de plus en plus d'immigrants qui parlent et qui parlent de leur frustration. Dans les mots de l'immigrant dans l'entrevue que je vous lis, c'est quand ils ont eu besoin de nous, ils nous ont exploités. Mais lorsque nous avons besoin de leur aide ou de leur soutien, personne ne se présente. Celui qui avait déclaré ça s'appelle encore Ansh Deep Bindra. Donc, c'est un ancien consultant chez Ernst Young à Toronto. Il dit, nous payons des frais et des taxes et ne recevons rien en retour. Vous ne reconnaissez pas que nous, ce sont les gens qui vous ont aidé à résoudre la pénurie de main-d'œuvre. Et il y a un bon point, parce que c'est sûr et certain que s'il a aidé à résoudre la pénurie de main-d'œuvre au moment où il y avait un besoin urgent pour combler un poste, puis qu'ensuite il se fait abandonner lorsque l'employeur décide qu'ils n'ont plus besoin d'eux autres, ben, on comprend que le patronat est très satisfait. Mais l'immigrant lui-même, il comprend de toute première main qu'il a été exploité là-dedans. Et puis, ça, c'est un gros problème parce que quel genre de réputation on se fait au Canada si on est pour faire venir 1 450 000 nouveaux immigrants sans être capable nécessairement de vraiment bien les intégrer, ben ça marche pas. Ça marche pas. Il faut être capable d'avoir les moyens de nos ambitions. Puis pendant qu'on fait ça, pendant qu'on fait des programmes spéciaux, parce que Sean Fraser va faire un programme probablement pour ça, ben cet argent-là ne va pas pour aider des Canadiens qui en ont besoin. Puis les Canadiens, c'est pas juste des Caucasiens blancs. Là. Il y a de toutes sortes de Canadiens qui ont besoin d'aide présentement. Ils ont évidemment toutes sortes de bagages culturels ou des caractéristiques physiques qui sont totalement différentes les uns des autres. Je veux dire, c'est pas un seul type de personne qui a besoin d'aide, c'est plein de gens. Et puis les problématiques sont nombreuses, des problématiques d'alcoolisme, de tabagisme, de violence, de drogue, un petit mélange de tout ça parfois. Et ça fait en sorte qu'on a des problématiques sociales où il faut être conscient que le Canada demeure un endroit où les opportunités abondent pour ceux qui veulent aller dans ce sens-là. Mais il faut avoir les moyens d'accueillir si on est pour aller dans cette direction-là, parce que présentement, les programmes régionaux pour répondre aux besoins du marché local du travail augmentent. Donc, évidemment, tout ça coûte très cher. C'est pas d'amener tous les immigrants à un endroit puis de les former tout le monde ensemble. C'est vraiment des projets pilotes d'immigration même dans les communautés, comme je vous disais tantôt dans ce que je vous expliquais, dans les communautés rurales et du Nord. Puis évidemment, ça, je vais essayer d'avoir plus d'informations là-dessus, mais ils ne disent pas exactement si ça va être autour des réserves autochtones ou avec les réserves autochtones. Il y a comme un flou à ce niveau-là, puis on est en train de se demander, est-ce que même les Autochtones vont se tourner vers l'immigration, ce qui serait complètement du jamais vu, là. Alors, je pense pas qu'ils sont rendus là, mais juste le fait qu'il existe un programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, mais ça fait penser que peut-être qu'il y a des gens qui ont été consultés au niveau autochtone aussi. Alors, ça va être des dossiers qu'on va pouvoir suivre pour savoir exactement qu'est-ce qui se produit avec ça. Puis pourquoi parler autant d'immigration? Parce que ça a un effet majeur. À un moment donné, Justin Trudeau disait nous vous amenons de nouveaux voisins. Puis c'est bien parce que si on regarde notre expérience dans la vie, on adore nos immigrants. Je veux dire, on leur parle, on est bien avec eux autres, on a du plaisir, on rit, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Il n'y a pas de danger là. Mais de là à dire que le Canada peut absorber autant que ça, si on avait la même proportion par rapport à la population du Congo, puis en leur disant on va vous imposer toute cette population-là d'une shot, ils diraient c'est beaucoup trop, on ne peut pas vous intégrer. Ben, le Canada n'a pas forcément tant les moyens que ça d'intégrer autant de gens comme il se doit. Donc, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas pu apprendre le français au Québec, des gens qui ont de la difficulté à se loger, d'autres qui ont de la difficulté à occuper un emploi qui correspond réellement à leurs compétences. Donc,
il y a beau y avoir une tentative du côté de Sean Fraser d'inonder le Canada avec l'immigration pour combler les besoins manifestés par le patronat, on se rend compte que tout ça, finalement, ça se fait aux dépens des Canadiens, surtout. Puis, il y a un autre volet que je voulais vous parler. Parce que Sean Fraser, c'est le 1er novembre qu'on a appris ça, donc il voulait saisir l'occasion de faire de l'immigration l'élément essentiel de la stratégie de croissance de l'économie canadienne, ce qui est vraiment très ambitieux. Puis là, je vous dis les paroles de Sean Fraser, parce que c'est très inquiétant, parce que la stratégie de croissance de l'économie canadienne ne devrait pas être basée sur l'immigration comme élément essentiel. Ça devrait être la valorisation des 38 quelques millions de Canadiens qui sont déjà ici à tous les degrés afin que l'économie canadienne continue d'être l'économie canadienne. On l'a amené jusque-là, on est sûrement capable de l'amener plus loin si on ne se fait pas garrocher des crises COVID dans le visage à tout bout de champ, avec des mesures COVID qui détruisent la société à peu près à tous les niveaux. Afin que des grands groupes puissent revenir et passer la gratte en rachetant à 1 cent dans la pièce des commerces qui n'ont pas pu soutenir des niveaux de red tape ou de technocratie ou de mondialisme qui arrivaient par vagues COVID, par surprise. Au Québec, c'était annoncé dans des points de presse. Ça a été absolument terrible. Et les très grandes entreprises s'en sont tirées parce qu'elles étaient immensément riches. Les plus petits commerces ont trouvé ça pénible. Certains ont réussi à récupérer, plusieurs sont morts en cours de route. Donc, au niveau de la distribution de la richesse, ça a monté vers le haut. Les très, 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 très riches, on ne parle pas des gens qui ont 50 millions sur votre rue, là. C'est des gens qui ont des milliards. Là. Ces gens-là se sont fabuleusement enrichis pendant la crise. Très rares ceux qui ne se sont pas enrichis. La plupart, ça a très bien fonctionné. Alors, on peut comprendre que présentement, si le ministre Sean Fraser dit que l'immigration est un élément essentiel de la stratégie de croissance de l'économie canadienne, bien clairement, il n'y a pas eu de discussion avec les Canadiens parce que moi, je pense que les Canadiens sont l'élément essentiel de la stratégie de croissance de l'économie canadienne. C'est sûr que Sean Fraser dit un élément essentiel, mais y est-tu vraiment si essentiel que ça? Parce que il serait essentiel si tous les Canadiens s'étaient parlé, puis on avait déterminé ensemble que c'était l'élément essentiel. Mais ce qu'on observe, c'est une obsession du clan Trudeau d'importer un nombre absolument record de gens en très peu de temps et de dire qu'ils vont les affubler d'immigration économique et toutes sortes de termes qui sont valorisants pour justement le patronat. Mais en même temps, il faut comprendre que tout ça, l'intégration sociale, ça se fait à deux. Là. Il peut y avoir un village qui accueille, mais il faut également que la personne qui est accueillie ait le goût d'être là, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Certains disent ben, « je m'ennuie de chez moi, puis je ne sais pas comme je pensais, puis il y a des choses que je pensais qu'elles allaient être différentes, puis l'hiver, c'est vrai qu'il fait froid, puis certains vont s'acclimater mieux que d'autres. Il y en a qui vont repartir. Donc, c'est clair et net que ce qu'on observe du côté de Sean Fraser, c'est une grande opération de séduction afin de convaincre finalement le patronat qui va de son côté ensuite se retourner et financer massivement le Parti libéral de Justin Trudeau qui leur amène la main-d'œuvre, le cheap labor dont ils ont besoin, ou la main-d'œuvre économique qu'eux autres appellent, donc des travailleurs très, très spécialisés probablement pour certaines choses. Là. Encore une fois, il faudrait qu'il y ait une supervision à ce niveau-là parce qu'on a vu qu'est-ce que ça a fait d'amener dans un laboratoire de niveau 4 des chercheurs chinois à Winnipeg. Ça c'est très mal terminé. C'est même peut-être en partie à cause de ce qui s'est passé là qu'on a vécu les 2 dernières années. Alors, c'est pas à prendre à la légère l'idée d'importer autant de monde aussi vite. Il faut être capable de protéger. Et les gens qui ont souffert des mesures COVID, il y en a parmi eux qui sont également d'origine chinoise. Donc, c'est pas que contre les Canadiens, c'est contre littéralement absolument tous les Canadiens. C'est pas juste les Canadiens de souche, c'est tous les Canadiens. C'est ça que je voulais dire. Donc, ensuite de ça, si je regarde où je voulais en venir, c'est que Sean Fraser, il participe à toutes sortes d'activités. Et peut-être qu'aucun d'entre vous va être vraiment surpris de savoir que le 28 octobre, Sean Fraser a participé à une soirée très luxueuse. On voit que ça se fait dans un hôtel où tout est très beau, où les gens sont habillés chic et ils ont l'air d'être dans le patronat finalement.
C'était des partenaires comme, eux autres, ils appellent ça TBB for Talent. Donc, c'est Talent Beyond Boundaries. Le talent au-delà des limitations, des limites ou des frontières. Donc, eux autres, ils disent, ils veulent bâtir un monde où les réfugiés et les autres personnes déplacées peuvent bouger internationalement pour travailler, et qui peuvent finalement utiliser leurs connaissances professionnelles, leur talent professionnel pour finalement se créer un nouveau futur. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de personnes qui les suivent dans Twitter, mais ça a l'air d'être très organisé. Et puis, imaginez-vous donc que Sean Fraser est allé parler à ces gens-là. Ça a l'air d'être à Toronto, mais ça pourrait être dans une autre grande ville, il ne le précise pas. Donc, il disait que, lors de cet échange-là, il disait que des partenaires comme, justement, ce que je viens de vous dire, le Talent Beyond Boundaries, sont essentiels pour aider les réfugiés qualifiés à réussir et à les mettre en relation avec des entreprises, des employeurs à travers le pays. Donc, TBB, ils ont un bureau dans la région de Toronto, mais sinon, c'est basé aux États-Unis. Alors, c'est une organisation qu'on se dit, mon Dieu, mais qui finance ça? Talent Beyond Boundaries, avec un logo qui ressemble quasiment à celui de l'ONU, avec deux mains qui prennent la terre. C'est une représentation, évidemment, très imagée. Là, c'est un logo, tout simplement. Mais on se dit, qui sont les grands donateurs derrière ça? Bien, imaginez-vous donc que parmi les grands donateurs, sans aucune surprise, on retrouve le Canada. Il y a le Cameron Foundation, le Global Innovation Fund. Il y a même Nielsen Foundation, qui eux autres veulent habituer les enfants à lire les données. Ils veulent créer les nouveaux gestionnaires qui vont gérer avec des prévisions et avec des chiffres, avec des modèles mathématiques. On sait comment ça nous a mis dans une situation bien inconvenante dans les dernières années. Mais la Nielsen Foundation veut profiter de l'arrivée, probablement, de ces migrants-là pour les inciter à devenir bons à lire les chiffres. Donc, pour lire des chiffres, il faut un peu que tu enlèves ta compassion, ton humanité pour être capable d'être un bon analyste de chiffres. Et ça, c'est une pente qui pourrait être très bonne si on garde notre cœur et notre compas moral, mais ça pourrait être une pente très glissante. Enfin bref, Nielsen Foundation est un des financiers, mais vous me voyez venir, vous savez très bien qu'il va en avoir des pas mal plus croustillants que ça. Parmi les autres financiers, il y a les Open Society Foundations de George Soros. Et oui, ce sont parmi les donateurs majeurs de Talent Beyond Boundaries, le fameux TBB. Et parmi les autres commanditaires qui vont vous faire sourciller, il y a évidemment la Rockefeller Foundation et ils sont actifs là-dedans. Pourquoi la Rockefeller Foundation financerait-elle une organisation dont le but est d'aider les gens à bouger internationalement pour du travail? Comprenez que tout ça, c'est la grande famille du Parti démocrate américain qui travaille dans le but d'amener des migrations. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait de l'argent aussi qui vient des États-Unis dans ça, mais c'était normal parce qu'évidemment, ils sont basés aux États-Unis, là. Mais ça reste que Sean Fraser prend dans son tweet le temps de remercier Talent Beyond Boundaries tout simplement comme partenaire. Mais à quelque part, ils sont basés aux États-Unis, sont financés par George Soros, sont financés par les Rockefeller, mais Sean Fraser, il se trouve à les remercier. Mais à quoi on est en train d'assister exactement? Le 1er novembre, Sean Fraser sort comme un lapin de son chapeau qu'on va devoir accueillir 500 000 réfugiés d'ici 2025. Ben, pas des réfugiés, pardon, des immigrants, des résidents permanents. Et puis, il le fait avec des partenaires quelques jours avant, le 28 octobre, 3 jours avant. Il fait une belle grosse présentation, puis le parterre de la salle, parce qu'on a une photo que Sean Fraser lui-même fournit, ça a l'air à être soit des gestionnaires haut placés dans l'entreprise ou des propriétaires d'entreprises plutôt riches, juste par la façon dont ils s'habillent puis la manière dont ils se tiennent.
La clientèle est extrêmement diversifiée devant lui et est très riche, clairement, là. Donc, on peut imaginer que tout ça, le fait d'importer autant d'immigrants qui va faire plaisir au patronat, va passer par des partenaires comme TBB, et je vais vous le répéter quelques fois parce que je sais que vous ne pouvez pas tout le temps vous en rappeler, Talent Beyond Boundaries, là, déjà c'est en anglais, puis en plus vous ne l'entendez pas souvent, mais eux autres, ils sont positionnés comme partenaires par Sean Fraser. C'est pas moi qui le dis, c'est Sean Fraser qui les présente comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, en tant que partenaires? Où est-ce qu'ils vont se graisser là-dedans? Où est-ce qu'ils vont faire de l'argent avec ça? Puis pourquoi leur donateur majeur, c'est George Soros avec ses Open Society Foundations, puis les Rockefeller, la Fondation Rockefeller? Pourquoi c'est eux autres? Puis en passant, ils vont conseiller, puis la Fondation Rockefeller est là-dedans. Puis là, ils vont se trouver à remplacer beaucoup de personnel en santé. Donc, quel genre de dynamique se met en place qu'on ne comprend pas encore, qu'on n'a pas cherché encore assez loin pour comprendre? Bien, il y en a d'autres, des gens qui sont des contributeurs au TBB, au Talent Beyond Boundaries. Il y en a un que c'est le Fonds monétaire international. Et oui, il est là-dedans aussi. Donc, qu'est-ce que le Fonds monétaire international vient faire à financer le TBB, qui est un partenaire de Sean Fraser et du clan libéral de Justin Trudeau, au moment où est-ce qu'ils vont ouvrir les portes comme jamais ils les ont ouvertes, avec un nombre absolument record d'immigration? Comment ça se fait que tous ces gens-là sont positionnés pour profiter de ça? Puis à quelque part, c'est les Canadiens qui vont prendre les fonds publics pour finalement entretenir les immenses programmes que ça prend pour l'accueil de tous ces gens-là. Donc, on a également le fonds des frères Rockefeller, en plus de la Rockefeller Foundation, qui est impliquée avec TBB. Donc, on voit que c'est vraiment une implication très profonde. Et on a également The World Bank, puis les Nations Unies qui financent ça. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi Talent Beyond Boundaries est positionné comme partenaire 3 jours avant une annonce officielle qui ouvre les vannes, qui va profiter massivement au patronat? Ben, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. Puis juste pour vous rassurer, même si la fondation Bill et Melinda Gates n'a pas l'air à être nommée, ça ne veut pas dire qu'ils sont là parce qu'il y a beaucoup d'autres partenaires. Je pourrais peut-être vous en parler encore plus une autre fois, là. Mais ils ont par contre un financier important qui est le Microsoft Workplace Giving Program. Donc un programme de dons, j'imagine, en milieu de travail de Microsoft. Je ne sais pas où ça commence, où ça finit, mais ils ont leur propre place sur le site web de Microsoft et ça a l'air à être effectivement dans le sens d'aider l'intégration finalement des programmes finalement d'immigration avec des employés de Microsoft qui donnent pour que ça fonctionne. Donc, on parle quand même de 255 millions de dollars que Microsoft aurait donné dans ça. Et ça viendrait probablement même des employés en partie de Microsoft aussi. Donc, c'est un gros programme, c'est vraiment énorme. Donc, ça, c'est même pas un partenaire majeur pour le TBB. Donc, ça vous donne une idée des proportions d'argent qu'ils peuvent peut-être recevoir. Et ils sont finalement un partenaire de Sean Fraser des libéraux pour l'immigration. Et on n'a aucune idée finalement, parce que ça s'est passé dans une espèce de salle d'hôtel luxueuse avec des gens qui sont bien habillés, puis tout était liché, belle présentation de Sean Fraser. Est-ce que c'était une activité pour aller chercher du financement? Ou est-ce que c'est une activité où est-ce que si les employeurs, si le patronat se fait régler son problème avec le cheap labor qui arrive à pleine porte, est-ce que les libéraux vont recevoir des dons massifs ou des appuis massifs de d'autres manières? C'est très difficile à dire. On ne le sait pas. Ça se passe en arrière-plan. Ça se passe derrière les rideaux. Il faudrait avoir des gens sur place qui nous donnent plus d'informations. Mais c'est quand même particulier. Avouez que 3 jours avant que les vannes ouvrent pour le plus gros programme d'immigration de tout temps au Canada,
Sean Fraser était avec la grosse gomme qui est associée, entre autres, avec TBB for Talent, avec le Talent Beyond Boundaries, qui lui-même est financé, je le répète, par les majors, là. Non seulement par le gouvernement du Canada, ce qui déjà, à mon sens, soulève beaucoup de questions, parce qu'il opère aux États-Unis aussi. Alors, comment ça se fait que le Canada investit là-dedans? Mais qui est financé par les Open Society Foundations de George Soros et le Rockefeller Foundation des frères Rockefeller et de tout l'establishment de médecine allopathique et de guerre à la santé naturelle des Rockefeller. Donc, je vous en parle, je vous dis un petit peu qu'est-ce que moi j'observe. J'avais plein d'autres choses que je voulais vous dire, mais je vois que le temps s'étire et vous allez sûrement vouloir faire plein d'autres choses merveilleuses dans votre journée. Alors, merci si vous avez pris le temps de m'écouter au complet. J'espère que je vous ai appris des choses et que vous allez finalement être capable de voir de plus en plus clair dans des stratégies. Pour les immigrants qui viennent, ben, bienvenue. On a hâte de vous voir, on a hâte de vous serrer la pince, d'en savoir plus à votre propos. Désolé que vous arriviez en si grand nombre et que le Canada, finalement, n'ait pas vraiment les moyens de ses ambitions pour vraiment aller vers un accueil qui serait à la hauteur de nos ambitions. Je ne vois pas comment ils peuvent arriver à ça, à part d'endetter finalement le Canada encore beaucoup plus qu'il l'est là, pour essayer d'avoir un semblant d'accueil à la hauteur de ce qu'on aimerait bien. Mais enfin bref, quand vous allez voir les communautés canadiennes, essayez de trouver celles qui correspondent un petit peu à vos préférences. Et comme tout le monde, on essaye d'avoir les facteurs qui nous permettent de réussir dans notre vie, qu'importe le niveau. Et puis, le niveau n'est pas humain. Le problème est jamais vraiment humain. C'est les jeux qui se jouent en arrière-plan. Puis, si on fait venir des gens, puis on n'a pas vraiment les moyens de l'accueil, peut-être que ces gens-là vont se retrouver à être le cheap labor ou le bouche-trou de quelqu'un au niveau du patronat, ou peut-être qu'ils vont être utilisés, instrumentalisés. Ça va peut-être créer des stress, puis des détresses, puis toutes sortes de choses qu'on ne verra pas, parce que souvent, quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays n'est pas tellement habile pour faire passer ses doléances. Puis bon, fait que j'espère de tout cœur que tout le monde va être capable d'atterrir sur ses pieds puis de faire quelque chose de bien, là. Mais au Canada, il y a des questions aussi que nous, en tant que Canadiens, il faut qu'on se pose parce que si on permet à Justin Trudeau de faire n'importe quoi, et c'est un peu n'importe quoi qu'il est en train de faire, ben on se retrouve avec des problématiques qui vont déborder dans toutes les autres sphères de la société parce que si quelqu'un qui est nouvel arrivant occupe un emploi qui était censé être occupé par quelqu'un d'ici, puis ça peut être un Chinois d'ici, il est d'origine chinoise. T'sais. C'est pas forcément un blanc caucasien, ça peut être quelqu'un d'autre qui, lui, passe après parce qu'il n'y a pas la même préséance dans le totem des préférences du moment. Ben évidemment, tout ça, ça va créer des insatisfactions, ça va créer des stress. Si deux personnes se battent pour avoir un logement, ben la personne qui va louer le logement a le beau jeu d'augmenter le prix autant qu'il veut parce que les gens sont désespérés de se loger. Donc, est-ce qu'il va y avoir ça aussi qui va arriver? Est-ce que des gens qui se retrouvent à pas être capables de bien réaliser leur vie, ils n'atteignent pas le bonheur qu'ils voudraient? Est-ce que ça va tomber dans différentes problématiques de problèmes sociaux? Est-ce que ça va mettre des stress qui présentement n'existent pas, qui vont finalement se mettre à se développer rapidement? Est-ce que ça va créer même des problèmes de santé chez certaines personnes? Donc, c'est un peu ça que je parle quand je dis les moyens de nos ambitions pour accueillir les gens. C'est important, là, c'est des êtres humains qui viennent ici pour... c'est comme transplanter une plante. Il faut que tu aies quelque chose pour l'accueillir, pour la mettre dedans. Sinon, la plante, elle va dessécher, elle va mourir. Ben, c'est pas que les immigrants mourraient, mais je veux dire, c'est le même genre de comparaison, dans le sens que si tu es pour transplanter quelqu'un d'un pays à l'autre, ben, il faut qu'arriver ici, on ait les moyens de nos ambitions. Il faut qu'on soit capable de faire autre chose que juste lui serrer la main quand il débarque l'avion. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va prendre peut-être des décennies avant que la personne se soit vraiment réajustée, des années à tout le moins pour recréer une forme, un semblant de réseau. Il peut y avoir des gens qui viennent en aide et ça donne un sérieux coup de main. Mais en tant que société, il faut comprendre que pour la personne qui arrive, il y a également les gens qui étaient là qui doivent eux autres aussi finalement faire face à des nouveautés
bien que la plupart des gens aiment bien ça, certaines personnes, même si elles aiment ça, elles sont moins à l'aise avec ces situations-là. Donc, ça crée des moments où les gens, écoute, ils manquent de souffle, ils manquent de mots, ils ne savent pas trop par où commencer. Et puis, il y a des malaises qui se créent. Puis, ça fait en sorte que s'il n'y a pas un travail qui est fait de ce côté-là aussi, ben là, tout à coup, ça crée des distorsions. Et ces distorsions-là sont nées d'une obsession trudeauiste de faire entrer trop de monde en même temps sans que le Canada ait les moyens. Écoute, l'endettement du Canada est énorme. C'est le plus gros qu'on a jamais eu. Et puis, présentement, il faut qu'on comprenne que l'inflation fait très mal aux Canadiens. Les loyers sont hors de prix, les épiceries coûtent cher. Puis on fait venir des gens dans ce contexte-là en leur promettant probablement assez pour qu'ils viennent. Mais si on n'a pas bien fait nos devoirs nous-mêmes, on se retrouve à parler à des gens qui vont peut-être être surpris quand ils vont arriver ici. Puis ça, c'est la dernière chose qu'on veut. Parce que si les migrants ont des rêves, ben, au minimum, ce qu'on pourrait faire, c'est d'au moins essayer d'aider un peu pour que ses rêves se réalisent ou de l'aider à réaliser lui-même ses rêves. Mais si il y a d'autres dynamiques qui se mettent à être en fonction, comme on a vu avec la personne qui se plaignait quand elle a été travailler chez Ernst Young, puis qu'elle s'est sentie exploitée. Et je vous fais grâce de tous les autres témoignages que j'ai trouvés quand j'ai commencé à chercher sur ce thème-là. Il n'était pas seul. Il y a énormément d'immigrants au Canada, pas juste des étudiants, là, des immigrants qui ont des histoires qui me semblent très tristes. Là. Il y en a que c'est des histoires d'horreur aussi. Donc, ça va pas toujours bien. Puis ça, c'est un problème parce que lorsque Justin Trudeau et sa classe de trudeauistes disent aux gens de venir au Canada, ben nous, il faut qu'on livre la marchandise après. Donc, ça, c'est pas correct parce qu'il n'y a pas eu de discussion sociale où on pouvait dire si on le fait, il faut le faire comme il se doit. Il faut qu'on prenne le temps de bien s'organiser, d'être capable d'accueillir comme il se doit, de le faire à plus petit nombre, de travailler le principe de précaution, de ne pas mettre la vie des gens finalement dans la balance tout le temps, d'être prêt finalement quand les gens arrivent. Puis présentement, ça n'a pas vraiment été fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont graissés la patte avec des programmes, avec des fameux accueils, puis des suivis, puis ils n'ont pas dit à l'immigrant qui était réellement payé pour les aider, puis en fait qui se faisait vraiment une grosse paye pour faire des choses pour eux, puis ça a créé des froids, ça a créé des différends. Il y a plusieurs gens qui finalement s'enrichissent de ces mouvements de population-là. C'est pas nouveau, ça s'est toujours passé comme ça. Et puis, si c'est pas des passeurs au Mexique, ben c'est des gens qui travaillent dans les filières immigrationnistes au Canada qui, eux, font leur job là-dessus. Et ça fonctionne assez bien pour qu'ils continuent à le faire. Alors, clairement, il doit y avoir quelque chose là qu'on ne voit pas. Donc, nous, en tant que Canadiens, il faut être vigilants. Puis, il faut être les chiens de garde de notre propre gouverne. Puis, présentement, on voit que c'est très difficile d'avoir la mainmise sur notre propre gouverne quand il y a un capitaine qui s'appelle Justin Trudeau et que son co-capitaine à l'immigration, c'est Sean Fraser en tant que ministre. Ben, on voit qu'ils font pas mal n'importe quoi qu'ils veulent. C'est pas nous qui avons le contrôle, clairement. Et ils nous imposent ça comme si c'était tout correct. Mais en tant que Canadien, moi, j'exigerais d'avoir des discussions sur tous ces sujets-là avant qu'il puisse y avoir des modifications aussi incroyablement élevées aux prévisions d'entrée de résidents permanents, des migrants. Mais ça n'a pas lieu. Alors, on se retrouve avec des situations vraiment inconfortables où est-ce qu'on n'a pas le choix de réaliser que tout ça, finalement, va se faire un peu sur notre dos, à nos frais, puis sur le dos des immigrants aussi, qui, eux autres, arrivent ici, puis sont un peu les instruments du patronat, de ce que je peux voir, parce qu'il y a vraiment une insistance telle sur l'économie plutôt que le social qu'on comprend que, dans le fond, c'est pour les entreprises, là. Alors, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que moi, je l'ai décodé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres interprétations aussi. Il y en a qui vont avoir l'interprétation purement trudeauiste, qu'on est beau, on est fin, regardez-nous. D'autres personnes vont être plus pragmatiques. Ils vont regarder notre niveau d'endettement, ils vont regarder le niveau d'inflation, ils vont regarder le niveau de il n'y a plus de logement nulle part, puis ils vont dire, ben là, attention, là, c'est des niveaux records d'immigration, puis on a tous ces problèmes-là. Est-ce que c'est vraiment une décision qui est réfléchie?
Puis, permis de se demander qui a réfléchi à ça, puis qui le veut absolument. C'est juste le patronat? Parce que dans la salle du TBB, là, dans la salle d'hôtel où Sean Fraser a été parlé, là, c'était très luxueux, puis très Toronto, puis c'est qui veut ça réellement? Alors, il va falloir qu'on pose des questions très, très sérieuses parce que ça nous concerne tous, puis c'est notre avenir, c'est notre démographie, c'est notre économie, c'est notre société, c'est absolument tout. Puis on peut être une société d'accueil et le faire comme il faut, mais présentement, j'ai pas la sensation que c'est fait comme il faut. Puis ça, c'est un problème. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui a des répercussions demain. C'est toujours comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes extrêmement patient, vous êtes fait fort. Merci d'être avec moi. Merci de me suivre. Mon nom est Claude Gélina. Si vous voulez me trouver sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur VK. Mais Facebook, n'oubliez pas, je suis shadow banné pendant encore au moins 90 jours. Donc, si vous ne venez pas sur ma page, vous ne me verrez jamais. Alors, j'aime mieux que vous me trouviez dans VK. C'est pas mal plus simple. Et puis, à ce moment-là, on peut continuer la conversation. Parce que je le sais que vous allez avoir probablement plein de choses à dire. Alors, merci à vous et passez une très, très belle journée.